Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais me voici. Isabella Rodriguez, 28 ans, assise dans mon bureau de recherche et réfléchissant à un parcours qui a commencé lorsque mes parents ont littéralement refusé d'envoyer mes résultats du SAT, convaincus que j'humilierais notre famille avec des rejets. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà trouvé comment les envoyer moi-même, et les résultats allaient complètement briser leurs suppositions concernant leur fille académiquement désespérée. En grandissant dans notre foyer traditionnel, la hiérarchie académique était gravée dans la pierre avant même que je ne puisse écrire mon nom. Mon frère aîné, Daniel, était l'enfant prodige, le futur médecin, celui dont les bulletins de notes médiocres étaient célébrés comme des annonces de prix Nobel. Son score décevant de 1200 au SAT fut l'occasion d'une fête familiale et d'appels téléphoniques fiers à chaque parent de notre liste de contacts. Puis il y avait moi, 2 ans plus jeune, toujours présentée comme la petite sœur de Daniel, sur un ton qui suggérait que j'étais plus une pensée tardive familiale qu'une personne à part entière. Les conversations dans la cuisine pendant ma première année de lycée étaient absolument écrasantes. Je n'oublierai jamais une soirée torride de septembre, l'arôme du puzzle de ma mère emplissant notre petite maison tandis que Daniel divertissait tout le monde avec des histoires exagérées sur ses cours de pré-médecine à l'université d'État locale. Je travaillais tranquillement sur des problèmes de chimie de niveau avancé à la table du coin, essayant désespérément de rester invisible, lorsque mon père, Roberto, jeta un coup d'œil à mon manuel et laissa échapper ce soupir si familier de déception. « Isabella, pourquoi te tortures-tu avec ces matières impossibles ?» dit-il, sa voix lourde de tant d'années d'attente diminuée. « Tu vas seulement échouer et détruire ta moyenne. Tiens-toi aux cours plus faciles, sois réaliste quant à tes capacités réelles. » Ma mère, Maria, leva les yeux de sa louche à soupe et hocha la tête avec conviction. « Ton père dit la vérité, Mija. Daniel a hérité de toute l'intelligence de cette famille. Tu devrais te concentrer sur quelque chose que tu peux réellement gérer. Peut-être la cosmétologie ou la garde d'enfants. Quelque chose qui n'exige pas de raisonnement complexe. » Daniel, en visite pour le week-end pendant sa 2e année d'université, gloussa en faisant défiler les réseaux sociaux. « Sérieusement ? Bella, la chimie ? Tu as à peine survécu à la biologie de base. Pourquoi t'infliger ce stress ? Le collège communautaire offre de nombreux programmes gérables qui ne submergeront pas tes capacités. » Ces mots me transpercèrent comme des lames de rasoir, mais ce qui me dévasta le plus fut de voir mes parents rayonner d'approbation, comme s'ils avaient partagé une sagesse profonde plutôt qu'une cruauté désinvolte. Cette nuit-là, je sanglotais dans mon oreiller jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés, mais je pris aussi une décision qui allait changer ma vie. Je leur prouverais tous à tort, même si je devais y parvenir dans un isolement complet. Ce que ma famille n'a jamais pris la peine de découvrir, c'est que j'excellais académiquement d'une manière qui les aurait choqués. Pendant qu'ils célébraient le pathétique 2,7 de moyenne de Daniel comme s'il avait guéri le cancer, je maintenais discrètement une moyenne pondérée de 4,8 et me classais 4e de ma promotion de 847 élèves. J'étais devenue une experte dans la falsification de leurs signatures sur les bulletins de notes et la gestion indépendante de toute la correspondance scolaire. Car toute tentative de partager mes réussites était accueillie par des commentaires dédaigneux qui minimisaient mes efforts. Lorsque je mentionnais avoir obtenu le meilleur score à un examen de calcul avancé, ma mère répondait « C'est bien ma chérie, mais ne prends pas la grosse tête, un résultat de test chanceux ne te transforme pas en matériel universitaire. » J'ai appris à dissimuler ma passion académique comme une contrebande. Mes manuels avancés d'institutions prestigieuses, achetés en ligne avec les salaires de mon travail de week-end à la librairie du quartier, étaient cachés dans des boîtes en carton sous mon bœuf. Les courriels de recrutement universitaire concernant les programmes d'enrichissement estivaux et les dates limites de bourse étaient immédiatement archivés dans des dossiers protégés par mot de passe sur mon ordinateur. Les informations d'aide financière, aperçues occasionnellement dans mon sac à dos, étaient toujours dissimulées avant que les membres de la famille ne puissent les noter. Je comprenais que toute démonstration d'ambition académique ne ferait que générer des moqueries et découragement. La transformation pivot a eu lieu au printemps de ma première année de lycée, quand j'ai décidé de passer le SAT sans en informer personne. J'avais soigneusement économisé chaque dollar gagné en organisant l'inventaire à la librairie, je m'étais inscrite en ligne en utilisant un ordinateur de l'école et j'avais étudié religieusement chaque soir après que la maison se soit endormie. Le processus de préparation était absolument épuisant. J'attendais que le silence complet s'installe chez nous, puis j'étalais mes documents de préparation au test sur le sol de ma chambre en travaillant sous la faible lumière de ma lampe de bureau. Les douloureuses bandessures sur mes doigts dues à de nombreux examens blancs étaient cachées sous des pansements adhésifs, et ma fatigue persistante était attribuée à une navigation sur Internet excessive tardivement le soir. Lorsque mes résultats du SAT sont apparus ce matin de juin torride, j'ai fixé l'écran de l'ordinateur à la bibliothèque publique, le cœur battant si violemment que j'ai eu peur qu'il n'explose. 1560 sur 1600. J'avais obtenu 370 points de plus que les 1200 célébrés de Daniel. Une réalité qui me laissait étourdie par un mélange enivrant de terreur et de triomphe absolu.
Plutôt que de me précipiter à la maison pour annoncer cette incroyable nouvelle, j'ai calmement imprimé le rapport de score officiel et l'ai dissimulé dans un compartiment secret de ma boîte à bijoux, aux côtés de la collection grandissante de brochures universitaires que j'avais secrètement accumulées. Un instinct m'avertit que cette victoire devait rester cachée jusqu'à ce que le moment absolument parfait se présente. Cet été-là, tandis que mes parents supposaient que je me contentais de travailler à la librairie et de explorer mes options, j'étais en réalité en train de construire la stratégie de candidature universitaire la plus sophistiquée qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. J'avais fait du bénévolat à l'hôpital pour enfants de la région, offrant des services de tutorat en matière STEM à des étudiants économiquement défavorisés et menant des recherches indépendantes sur les solutions énergétiques durables avec un professeur de l'UC Berkeley qui avait reconnu mon potentiel exceptionnel lors d'un programme d'été compétitif. Le courriel que j'ai reçu cette mémorable soirée d'août allait fondamentalement modifier la trajectoire de ma vie, bien que je ne sois pas encore prête à le partager. Il provenait de Stanford, et la ligne d'objet accéléra mon pouls d'excitation. Exemption de frais de dossier approuvée, nous sommes enthousiastes à l'idée d'examiner votre candidature exceptionnelle. Ma dernière année de lycée commença avec les mêmes dynamiques familiales, mais je portais désormais des secrets qui me donnaient l'impression d'avoir de l'électricité dans le sang. Daniel connaissait des difficultés importantes pendant sa 3e année universitaire. Ses notes avaient chuté à une moyenne désastreuse de 2,5 et ses aspirations à la faculté de médecine semblaient de plus en plus réalistes à chaque semestre. Mes parents ressentaient un stress considérable concernant son avenir académique et le fardeau financier croissant de son éducation, mais ils trouvaient toujours temps pour me rappeler mes prétendues limitations intellectuelles. « Isabella, j'ai sérieusement réfléchi à tes projets après diplôme », annonça ma mère un soir d'octobre alors que nous nettoyions la cuisine ensemble, mes mains plongées dans l'eau savonneuse, tandis qu'elle séchait nos plaques. « Peut-être que tu devrais te renseigner sur ce collège communautaire en centre-ville. Ils ont un excellent programme de certification d'assistante médicale. Seulement 18 mois d'études et tu auras un job stable. Très pratique pour quelqu'un avec tes compétences particulières. » Mon père acquiesça d'un approbateur depuis son fauteuil usé, sans jamais lever les yeux du journal du soir. « Ta mère fait preuve d'une logique parfaite. Pourquoi te soumettre à la pression et les dépenses d'une institution traditionnelle de 4 ans, alors que tu auras probablement des difficultés académiques ? Daniel représente l'érudit de notre famille. Tu devrais te concentrer sur quelque chose qui correspond réellement à tes capacités naturelles. » S'ils avaient eu la moindre idée que mes capacités naturelles incluaient des invitations personnelles à des entretiens chez Princeton et un intérêt précoce de la part du bureau des admissions du MIT, leur perspective aurait pu être radicalement différente. Mais ce que ma famille ne savait pas, c'est que j'avais déjà été acceptée à Stanford, au MIT, à Yale, à Princeton, à Johns Hopkins, à Northwestern, à l'Université de Chicago, à Harvard, à Columbia, à Brown, Duke et à Vanderbilt avec des offres de bourse totalisant un montant absolument étourdissant de 3,1 millions de dollars. La saison des applications universitaires avait été complètement surréaliste. Je postulais simultanément à 12 des universités les plus compétitives du pays. Chaque candidature étant méticuleusement personnalisée, pour mettre en évidence différents aspects de mon expérience de recherche, de mes postes de direction et de mes réalisations académiques dont ma famille restait complètement ignorante. Cependant, l'obstacle le plus important restait à venir. Lorsque j'ai prudemment mentionné l'idée de transmettre mes scores du SAT aux universités, la réponse de mes parents était immédiate et absolument non négociable. « Isabella, nous avons déjà abordé ce sujet plusieurs fois », a déclaré mon père, sa voix tranchante d'irritation et de finalité. « Nous refusons de gaspiller notre argent durement gagné en envoyant des scores de test à des institutions où tu ne seras jamais accepté. C'est embarrassant et complètement irréaliste. Tu postuleras au collège communautaire local et peut-être à une université d'État comme option de secours. » Ma mère ajouta avec une fausse sympathie. « Ma chérie, nous sommes déjà financièrement contraints de soutenir les dépenses éducatives de Daniel. Son diplôme représente un investissement dans la prospérité future de toute notre famille. Tu dois être considérablement plus réaliste quant à tes options académiques limitées. » Lorsque j'ai mentionné que le College Board fournissait des dispenses de frais pour les familles en difficulté économique, mon père m'interrompit brusquement. « Absolument pas. Nous avons pris notre décision finale. Nous n'enverrons tes scores nulle part. Cette conversation est complètement terminée. » Ce soir-là, je suis restée éveillée dans mon lit, écoutant le silence s'installer dans notre maison, tandis qu'une stratégie limpide se cristallisait dans mon esprit. S'il refusait d'envoyer mes scores, je prendrais les choses en main. J'avais 18 ans, légalement adulte avec une autonomie totale sur mes décisions éducatives. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, j'ai utilisé le système informatique de la bibliothèque de l'école et, à l'aide d'une carte de débit prépayée que j'avais achetée avec mes gains de la librairie, j'ai transmis mon impressionnant score de 1570 au SAT à toutes les universités de ma liste soigneusement élaborée. Chaque code institutionnel me semblait ouvrir une porte secrète vers mon avenir. Stanford, MIT, Yale, Princeton,
Johns Hopkins, Northwestern, Harvard, Columbia, Brown, Duke et Vanderbilt et Université de Chicago. J'ai cliqué sur le bouton d'envoi et j'ai murmuré une prière désespérée à toutes les forces qui pourraient écouter. Les réponses arrivèrent plus vite que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Je gardais ces victoires qui allaient changer ma vie cachées dans un contenant métallique fermé à clé sous mon lit, chaque lettre d'acceptation représentant un petit mais puissant acte de rébellion contre chaque individu qui avait un jour remis en question mes capacités intellectuelles. La validation externe s'avéra complètement écrasante et transformatrice. Un après-midi de mars, mon téléphone sonna, affichant un indicatif régional inconnu qui me fit sauter plusieurs battements de cœur. L'appel venait du docteur Amanda Williams, du bureau des admissions de premier cycle à Stanford. « Isabella, je voulais personnellement vous complimenter. Votre candidature, votre portfolio de recherche et votre dossier scolaire ont impressionné l'ensemble de notre comité d'admission au-delà de nos attentes les plus élevées. Je vous appelle pour vous informer que vous avez été sélectionnée comme boursière du président, ce qui représente une bourse complète d'une valeur de 320 000 $ sur 4 ans, couvrant absolument tout, y compris une généreuse allocation de recherche. J'étais forcée de m'asseoir par terre dans ma chambre, complètement submergée par l'ampleur de ce qui se passait dans ma vie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la brochure du collège communautaire que je tenais nonchalamment pendant une de leurs conférences condescendantes sur les expectations réalistes dissimulait en fait mon dossier d'acceptation du MIT, accompagné d'une offre de bourse au mérite d'une valeur de 280 000 $ que j'avais reçue le matin suivant. L'ironie était presque trop parfaite pour être crue. Le jour de la fête de diplôme de mon frère, j'ai reçu un appel du bureau des admissions de Yale, confirmant mon acceptation ainsi qu'une bourse renouvelable de 185 000 $. Mes mains tremblaient incontrôlablement lorsque j'ai accepté l'appel dans l'intimité de ma chambre, un monde loin de la célébration inconsciente qui se déroulait en bas. Le point de rupture ultime arriva finalement lors de la célébration de diplôme de Daniel à l'université d'État. Malgré ses notes à peine suffisantes et l'écrasante dette étudiante que mes parents portaient pour lui, ils organisèrent une fête élaborée. Les membres de la famille élargie se rassemblèrent pour féliciter Daniel d'avoir enfin terminé ses études, tandis que je servais des amuse-guerres et écoutais ma tante Margaret suggérer que je devais considérer l'école de beauté comme une voie de carrière pratique pour quelqu'un avec mes limitations. Alors, mon père se leva et leva son verre de vin pour ce qui allait devenir un toast inoubliable. À Daniel, notre fils brillant, qui a persévéré à travers tous les défis académiques imaginables. Nous avons fait d'innombrables sacrifices pour son éducation et chaque centime investi en valait absolument la peine. Nous avons même dû prendre des décisions financières extrêmement difficiles au cours du chemin. Il marqua une pause dramatique, me regardant directement avec un sourire condescendant dont je me souviendrai toujours. Nous avons décidé de réorienter le modeste fonds universitaire d'Isabella pour aider Daniel avec ses obligations de prêt étudiant substantielles. Parce que soyons complètement honnêtes, Isabella n'est tout simplement pas équipée pour ces universités compétitives. Le collège communautaire ou la formation professionnelle est bien plus approprié pour quelqu'un avec ses limitations académiques. Ma mère acquiesça avec une fausse sympathie. « Ma chérie, c'est vraiment pour le mieux. Daniel a besoin de notre soutien financier continu pour établir sa carrière professionnelle. Tu peux travailler à temps plein et contribuer aux finances de notre famille pendant que tu trouves quelque chose de local et gérable. » Ces mots me frappèrent comme de l'eau glacée représentant une humiliation publique calculée, livrée devant toute notre famille élargie. Mais toute cette fois, au lieu de ressentir la piqûre familière de la honte et de la déception, j'ai senti une force froide et tranquille monter de plus profond de moi. C'était le moment pour lequel je m'étais inconsciemment préparé toute ma vie. J'ai calmement posé le plateau de tamal que je tenais sur la table la plus proche, j'ai marché délibérément vers le centre de notre salon et j'ai fait face à toute ma famille avec une nouvelle confiance et détermination. Ma voix, étonnamment stable et claire, a fendu le bavardage de la fête comme une lame tranchante. « Tu as absolument raison, papa », j'ai dit, mes mains remarquablement fermes en tendant vers le dossier en papier que j'avais stratégiquement placé près de notre porte d'entrée plus tôt dans la soirée. Je ne suis pas équipée pour les universités compétitives, je suis équipée pour les universités les plus compétitives du monde entier. J'ai extrait la première enveloppe, épaisse et élégante, ornée du sceau rouge cardinal distinctif de Stanford. Ceci représente ma lettre d'acceptation officielle à l'université de Stanford, accompagnée de la bourse présidente, évaluée à 320 000 $ couvrant absolument tout,
y compris l'entièreté des frais de scolarité, des logements, de la nourriture, des livres et une généreuse allocation de recherche pour 4 ans. La pièce tomba dans un silence absolu, comme si quelqu'un avait soudainement extrait tout l'oxygène de l'atmosphère. Le verre de vin de mon père se figeait à moitié de ses lèvres, suspendu dans une incrédulité totale. Je continuais, ma voix devenant plus forte et plus confiante à chaque révélation. « Et ceci, j'ai dit, en faisant glisser un autre dossier impressionnant sur la table, représente mon acceptation au MIT, accompagnée d'une bourse au mérite totalisant $280 000. Les documents officiels tremblaient dans les mains de ma mère alors qu'elle luttait pour comprendre ce qu'elle voyait de ses propres yeux. Voici Yale, qui m'offre une bourse renouvelable de $185 000 et l'admission à son prestigieux programme de distinction. J'ajoutais, en observant leur visage se transformer de condescendance à un choc et à une incrédulité complets. Princeton a étendu une offre de $195 000 avec une lettre de félicitations personnelle du doyen lui-même. Johns Hopkins, Northwestern, Harvard, Columbia, Brown, Duke et Vanderbilt et Université de Chicago ont également fait des offres substantielles avec des importants forfaits d'aide financière. J'ai produit mon rapport officiel de score SAT, les chiffres nets et indéniables sur le papier blanc immaculé. 1570 sur 1600, j'ai déclaré simplement et clairement. C'est 370 points de plus que le score de Daniel que vous avez célébré avec tant d'enthousiasme. Le visage de mon frère était devenu complètement pâle, son arrogance précédente s'évaporant comme la brune mortelle. Enfin, j'ai présenté mon certificat de National Merit Scholar, immaculé et officiel dans sa pochette protectrice. Ceci me reconnaît comme faisant partie des 0,5% des meilleurs étudiants de tous les États-Unis. Le comité de sélection a été particulièrement impressionné par ma recherche indépendante sur les technologies d'énergie renouvelable et mon extensif dossier de services communautaires. Le silence qui suivit fut absolument assourdissant. La bouche de ma mère s'ouvrait et se refermait à plusieurs reprises, sans produire le moindre son. Mon père fixait les documents comme s'ils pouvaient disparaître s'il clignait des yeux trop forts. Tante Margaret, qui avait toujours été si prompte à faire des commentaires dédaigneux sur mon avenir académique, semblait avoir complètement perdu sa voix. « Mais comment est-ce même possible ?» murmura finalement ma mère, sa voix à peine audible au-dessus du tic-tac de notre horloge grand-père. « Nous n'avons envoyé tes scores nulle part. Nous ne t'avons aidé avec aucune candidature. »« Je les ai envoyés moi-même, » répondis-je avec une dignité calme et une confiance inébranlable. « J'ai 18 ans et j'ai légalement le droit de gérer mon propre avenir académique de manière indépendante. Chaque nuit où vous supposiez que je dormais, j'étudiais et me préparais pour ce moment. Chaque week-end où vous pensiez que je travaillais simplement à la librairie, je construisais le dossier académique et le portfolio de recherche que vous voyez documenté devant vous. » Daniel retrouva la voix le premier, mais elle se brasa avec quelque chose qui sonnait distinctement comme du désespoir et du déni. « Ces documents ne peuvent pas être authentiques. Tu n'es pas si intelligente. Tu n'as jamais démontré ce niveau de capacité académique. » Je lui tendis la lettre officielle d'attribution d'aide financière de Stanford avec une confiance totale. « S'il te plaît, appelle-les immédiatement, » dis-je doucement mais fermement. « Le numéro de téléphone est imprimé juste là. Demande-leur directement si Isabella Rodriguez reçoit vraiment une bourse complète du président d'une valeur de $320 000. » Les semaines qui suivirent furent incroyablement gênantes et tendues dans notre foyer. Mes parents tentèrent désespérément de faire amende honorable, s'intéressant soudainement de manière intense à mes réalisations académiques et à mes projets futurs. Ils voulaient organiser une grande fête de remise de diplômes, contacter tous nos proches pour partager l'incroyable nouvelle et, d'une manière ou d'une autre, s'attribuer le mérite d'avoir élevé une fille aussi brillante sur le plan académique. Mais quelque chose de fondamental et d'irréversible avait changé dans la dynamique de notre famille, et je n'avais absolument aucun intérêt pour leur soutien tardif et creux. J'ai poliment mais fermement décliné toutes leurs offres d'aide pour ma transition vers la vie universitaire. J'avais déjà tout arrangé de manière indépendante, mes plans de voyage, mes affectations de logement, ma sélection de cours et même un poste de recherche estival prestigieux qui commencerait immédiatement après l'obtention de mon diplôme. Il ne s'agissait pas d'être cruelle ou vindicative, il s'agissait d'établir des limites saines et de maintenir l'indépendance durement acquise pour laquelle j'avais si désespérément lutté. Lorsque je suis partie pour Stanford en août, j'ai connu une liberté que je n'avais jamais imaginée. Le campus sentait l'eucalyptus et les possibilités illimitées, un contraste saisissant et magnifique avec l'atmosphère étouffante de faibles attentes que je laissais enfin derrière moi pour toujours. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un environnement où ma curiosité intellectuelle et ma passion académique étaient célébrées et nourries plutôt que rejetées et ridiculisées. L'université a dépassé tous les rêves que j'osais et bien plus encore.
J'ai obtenu un double diplôme en ingénierie environnementale et en sciences des données, j'ai maintenu une moyenne de 3,95 et j'ai mené des recherches révolutionnaires qui ont abouti à 7 publications avant l'obtention de mon diplôme. Mes professeurs ont reconnu mon potentiel immédiatement et complètement, et j'ai prospéré d'une manière que je n'avais imaginée que pendant ces nuits lonides d'études secrètes et de préparation cachée. J'ai été intronisée à Phi Beta Kappa pendant ma 3e année, un honneur qui m'a fait pleurer de joie dans la salle de bain avant d'entrer dans la cérémonie, portant les boucles d'oreilles en perles vintage de ma grand-mère. Le corps d'honneur semblait plus lourd que prévu, et lorsqu'ils ont annoncé mon nom, j'ai senti quelque chose en moi se dresser plus haut et plus fier que jamais auparavant dans ma vie. Une cérémonie de remise de bourse printemps dernier m'a nommée lauréate d'une bourse nationale supplémentaire de 150 000 $ pour des études supérieures, assurant mon chemin vers un programme de doctorat entièrement financé dans l'institution de mes rêves. Pendant ce temps, Danal continua à lutter après son diplôme, alternant entre des postes de débutant sans rapport avec son diplôme coûteux, tout en étant noyé dans des paiements mensuels de prêts étudiants qui consommaient la plupart de ses revenus. Le statut d'enfant prodige s'était complètement terni sous le poids écrasant de la réalité financière et du potentiel académique inassouvi. L'ironie n'échappait absolument à personne dans notre famille. Je prospérais et étais complètement libre de dettes, tandis qu'il luttait avec la dette même que mes parents avaient priorisée, au détriment de mes rêves éducatifs. Au moment où j'ai terminé mon doctorat à Stanford à 25 ans, on m'avait offert un poste prestigieux dans une entreprise leader en technologie propre, avec un salaire de départ de 195 000 $. Le magazine Forbes m'avait présenté dans sa liste annuelle des 30 moins de 30 ans en sciences, reconnaissant ma recherche innovante sur les systèmes d'énergie renouvelable de nouvelle génération. J'ai envoyé une copie du magazine à la maison, non pas comme une moquerie cruelle, mais comme un témoignage silencieux du voyage incroyable que j'avais parcouru malgré leurs doutes. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je dirige une équipe de recherche qui développe des technologies révolutionnaires en matière d'énergie durable. Je suis propriétaire de ma maison, je conduis une voiture que j'ai payée comptant et je n'ai aucune date supérieure. Mes travaux ont été publiés dans Scientific American et Nature et j'ai présenté mes recherches sur 6 continents. Et je suis fiancée à un brillant scientifique que j'ai rencontré pendant mon doctorat. Mais surtout, plus que toute réussite ou reconnaissance extérieure, je suis surtout preuve de la force intérieure et de la résilience que j'ai développée pendant ces années difficiles où j'étais constamment sous-estimée et rejetée par les personnes qui auraient dû me soutenir le plus. Si vous êtes quelqu'un à qui on a dit que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez capable ou ne pas fait pour l'école, je veux que vous sachiez avec une certitude absolue que ces voix limitantes ne définissent pas votre vrai potentiel. Vous avez le pouvoir d'envoyer vos résultats d'examen, de soumettre vos propres candidatures et de construire votre propre avenir extraordinaire. Vous pouvez choisir les séances d'études de minuit et les réalisations secrètes qui aboutissent à quelque chose de très remarquable et transformateur. La plus grande victoire n'est pas simplement de leur prouver qu'ils avaient tort, c'est de construire une vie si authentique et si réussie que leurs opinions douteuses deviennent complètement insignifiantes. C'est de traverser cette scène de remise de diplôme sans dette, tout en ayant la satisfaction tranquille de savoir que vous l'avez accompli entièrement selon vos propres conditions. C'est la paix profonde qui vient de ne plus avoir besoin de leur validation, parce que vous avez appris à vous valider complètement et inconditionnellement. Mes parents ont refusé d'envoyer mes scores SAT parce qu'ils étaient absolument convaincus que j'échouerais spectaculairement et embarrasserais notre famille. Mais je les ai envoyés moi-même, et j'ai réussi au-delà de leur imagination la plus folle et de mes propres rêves. Au final, c'était la seule validation qui comptait vraiment. La validation que je me suis donnée quand j'ai cliqué sur « Envoyer » pour 12 candidatures et que j'ai murmuré avec confiance à l'univers « Voyons ce qui se passe quand je mets finalement toutes mes chances de mon côté ». La dernière chose que je vous dirais est ceci. La valeur est quelque chose que l'on construit calmement et avec persévérance jusqu'à ce qu'elle devienne complètement indéniable. Si vous écoutez ça parce que vous êtes la fille comme moi, celle qui fait la vaisselle pendant que quelqu'un énumère toutes les raisons pour lesquelles vous devriez rêver plus petit, écoutez-moi maintenant de tout votre cœur. Prenez ce livre de préparation, restez éveillé tard pour étudier. Pleurez si vous le devez, mais continuez. Cachez vos lettres d'acceptation si vous le devez. Envoyez de scores SAT vous-même si personne ne voudra le faire pour vous. Postulez à Stanford, MIT, Yale, Princeton et toutes les autres écoles qui enflamment votre âme de possibilités. Quand le moment sera absolument venu, révélez ce que vous avez toujours su au fond de votre cœur. Laissez votre vie parler si fort et si clairement que leurs doutes deviennent simplement des murmures dans le vent. Et rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est pas un discours dramatique ou une porte qui claque. C'est un relevé de diplôme avec la mention Summa Cum Laude en bas, un chèque de bourse à votre nom et une vie construite entièrement selon votre propre condition. C'est le doux clic du succès contre votre clavicule et la douce saveur des rêves qui ont refusé de mourir, peu importe le nombre de personnes qui ont essayé de les tuer. Mes parents ont refusé d'envoyer mes scores SAT.
Je les ai envoyés moi-même et j'ai été acceptée dans 12 écoles avec des bourses complètes totalisant plus de 3 millions de dollars. Et en faisant cela, je n'ai pas seulement été acceptée à l'université, j'ai retrouvé ma vie, une candidature à la fois, un rêve à la fois, une victoire à la fois.